commencer, nous allons parler du rôle de l'insuline et du glucagon. L'insuline est une hormone sécrétée par les cellules bêta des îlots pancréatiques. Elle cause une réduction de la concentration de glucose dans le sang. L'insuline permet au glucose, le sucre, d'entrer dans les cellules du corps. Les cellules l'utiliseront comme une énergie ou le mettront en réserve pour une utilisation future. L'insuline est semblable à une clé qui ouvre la serrure des cellules de votre organisme afin que le glucose, le sucre sanguin, puisse entrer et être utilisé pour donner de l'énergie. Le glucagon, lui, est une hormone hyperglycémiante sécrétée par les cellules alpha des îlots pancréatiques. Cette hormone fait monter la concentration de glucose dans le sang. Les deux sont des hormones antagonistes, ça veut dire qu'elles font l'action contraire l'une de l'autre. Ce sont aussi des hormones régulatrices, donc qui maintiennent la glycémie à des valeurs normales, ce qui veut dire entre 0,8 et 1,2 g par litre. La glande sécrétrice est le pancréas, plus précisément les cellules spécialisées situées dans les îlots de Langerhans. L'organe cible qui reçoit l'hormone est le foie. Les muscles et les tissus adipeux reçoivent aussi ces hormones-là. Donc là, on va parler du mode de contrôle et d'action de l'insuline et du glucagon, puis en même temps, on va parler de la régulation de la glycémie. Dans le fond, chez les personnes non diabétiques, l'insuline est sécrétée de façon continue. L'organisme produit la quantité nécessaire d'insuline en fonction de ses besoins et des aliments consommés. Par exemple, après un repas, le pancréas sécrète une quantité supplémentaire d'insuline, ce qui permet au glucose sanguin de rester dans les limites normales. Globalement, l'action de l'insuline est souvent résumée par son effet hypoglycémiant, donc la baisse du taux de glucose dans le sang. Il est probablement plus juste de dire que l'insuline est sécrétée en fonction de l'état nutritionnel et de l'activité physique, de sorte qu'après les repas, sous l'influence de l'élévation de la glycémie, donc la concentration de glucose dans le sang, mais aussi sous l'influence directe de la présence des aliments dans le tube digestif, la sécrétion d'insuline est stimulée, ce qui permet le stockage du glucose, produit final de la digestion des aliments glucidiques. D'une manière générale, l'insuline sanguine a pour effet de stimuler l'anabolisme des cellules, ce qui est en fait une hormone anabolisante. À l'inverse, une faible concentration en insuline dans le sang favorise le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation des macromolécules biologiques en molécules plus petites. En cas d'abondance alimentaire, l'insuline stimule aussi la conversion des glucides en acides gras en vue de leur stockage dans le tissu adipeux. Dans cette situation d'abondance alimentaire, après les repas, l'insuline bloque la production de glucose par le foie. Par la mise en stock du glucose alimentaire et l'arrêt de la production de glucose par le foie, la glycémie baisse. À distance des repas, la baisse de la sécrétion de l'insuline permet la libération des stocks de glucose, dans le fond les glycogénolyses du foie, et la production de nouveau de glucose par le foie, donc les néoglucogénèses. Cette production de nouveau de glucose par le foie ne peut se prolonger car elle utilise directement les muscles plutôt que les réserves énergétiques, quantitativement bien plus importantes du tissu adipeux. Fait que dans le fond, avec notre petit schéma ici, ça va être plus simple à comprendre. Fait que dans le fond, la glycémie, le taux normal, c'est de à peu près 1 g par litre. Puis là, quand il y a une perturbation, donc un repas, si tu fais un effort ou si tu fais un jeûne, ça peut soit faire augmenter la glycémie ou descendre la glycémie. Donc quand ça la fait augmenter, c'est les cellules bêta qui s'en occupent, puis c'est détecté par le pancréas, donc plus précisément dans les îlots de Langerhans. Ça va sécréter de l'insuline, puis ça va faire augmenter le stockage de glucose et ça va faire diminuer la libération de glucose dans le sang. Puis ça, c'est effectué par le foie, les muscles, les tissus adipeux. Puis quand il y a une baisse de la glycémie, c'est les cellules alpha qui s'en occupent, puis c'est encore dans le pancréas, donc dans les îlots de Langerhans. Puis là, c'est le glucagon qui est libéré. Puis ça fait... c'est le glucagon qui s'en occupe, dans le fond. Puis ça fait libérer plus de glucose, puis ça fait diminuer le stockage de glucose dans le sang. Puis c'est encore une fois les mêmes effecteurs, donc le foie, le muscle, puis les tissus adipeux, puis tout ça, ça fait un retour à la normale. Donc il y a une homéostasie. Poursuivons avec les problèmes liés à la sous-production de l'hormone, donc l'hypoglycémie.
En cas d'hypoglycémie, la concentration de glucose est inférieure à 1 g par litre de sang. C'est l'hormone du glucagon qui est sécrétée par le pancréas. Le glucagon agit de manière symétrique avec l'insuline pour augmenter la glycémie. La libération de glucagon par les cellules endocrines du pancréas va provoquer dans les cellules hépatiques la transformation inverse du glycogène, des molécules de glucose qui passeront donc dans le sang. Le glucagon bloquera l'entrée du glucose au niveau de la membrane des adipocytes du foie. Il y a plusieurs symptômes qui sont discernés face à l'hypoglycémie, mais la plupart apparaissent de 3 à 4 heures après un repas. Parmi ceux-ci, on peut trouver la nervosité, l'irritabilité, le tremblement, l'incapacité à se concentrer et un discours incohérent. Quand on parle de problèmes liés à la surproduction de l'hormone, on parle de hyperglycémie. En cas d'hyperglycémie, le taux de glucose est supérieur à 1 g par litre de sang. Les cellules endocrines du pancréas situées au niveau des îlots de Langerhans libèrent les molécules d'insuline dans le sang. Lorsque les molécules arrivent au foie, elles sont reconnues par des récepteurs spécifiques qui sont situés sur la membrane des hépatocytes et qui vont déclencher deux situations. La première étant la transformation du glucose en glycogène en provoquant l'activation d'une enzyme, soit la glycogène synthétase. La deuxième situation est l'accroissement des entrées de glucose dans les adipocytes du foie, où il sera mis en réserve, notamment sous forme de triglycérides. L'insuline a aussi une action au niveau des myocytes, donc elle permet la dégradation du glucose et la stimulation de la glycogénogénèse. Elle a aussi une action au niveau des adipocytes, donc elle stimule la lipogénèse. C'est une hormone hypoglycémiante. Il y a plusieurs symptômes que l'on peut observer en lien avec l'hyperglycémie, soit des urines fréquentes et abondantes, une soif intense, une grande fatigue et finalement plusieurs signes de déshydratation comme une bouche sèche, les yeux creux et la peau moins élastique. Le diabète est dû au dysfonctionnement de l'insuline et du glucagon. Il existe plusieurs types de diabète, mais nous allons nous concentrer sur les diabètes de type 1 et 2. Donc pour les diabètes de type 1, c'est un type de diabète qui apparaît le plus souvent pendant l'enfance, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, rarement chez les personnes plus âgées. Il touche environ 10% des personnes diabétiques. Le diabète de type 1 était autrefois connu sous le nom de diabète insulinodépendant ou diabète juvénile. Il se caractérise par l'absence totale de production d'insuline. La personne diabétique de type 1 dépend donc d'injections quotidiennes d'insuline ou d'une pompe à insuline pour assurer sa survie. Les causes exactes de l'apparition du diabète de type 1 demeurent inconnues. Dans la majorité des cas, les cellules qui produisent l'insuline, soit les cellules bêta, situées dans le pancréas, sont détruites par le système immunitaire. Le processus de destruction évolue habituellement sur plusieurs années. Il débute bien avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie. On ne sait pas ce qui déclenche cette attaque ni pourquoi elle débute. Les chercheurs pensent qu'une prédisposition génétique et certains facteurs liés à l'environnement contribuent au développement du diabète de type 1. Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète. 90% des cas en sont atteints. Il se manifeste généralement à l'âge adulte, chez les individus de 40 ans et plus spécifiquement. Malheureusement, on constate depuis quelques années qu'il apparaît chez des personnes de plus en plus jeunes. Dans la population à risque, il peut même apparaître dès l'enfance. Chez certaines personnes diabétiques de type 2, la production d'insuline par les cellules du pancréas est insuffisante. Chez d'autres, l'insuline produite n'accomplit pas bien son travail. On parle alors de résistance à l'insuline. Dans les deux cas, le résultat est une augmentation de taux de sucre dans le sang, car le corps utilise mal le glucose comme source d'énergie.
Il y a plusieurs facteurs de risque. Les causes du diabète de type 2 sont nombreuses et, dans bien des cas, c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui déclenchent l'apparition de la maladie. En voici quelques exemples. Le sexe. Les hommes sont plus vulnérables que les femmes à avoir ce type de diabète. L'âge. Le risque augmente à mesure que l'on vieillit. Le surplus de poids. Le taux de taille élevé, soit la graisse accumulée autour de l'abdomen. Le niveau d'activité physique. Les habitudes alimentaires. L'hypertension artérielle. Des glycémies anormalement élevées dans le passé. Pour les femmes, avoir donné naissance à un bébé de plus de 4,1 kg, soit 9 livres. L'hérédité et l'origine ethnique, soit autochtone, africaine, asiatique, latino-américaine, sont plus forcées à avoir ce type de diabète.